Alors bonjour Driss Dali. On te reçoit aujourd'hui en fait par rapport à tes activités sur Internet, aux vidéos que tu fais. Donc je mettrai les liens vers ta chaîne YouTube et puis par rapport au livre également que tu as écrit, c'est pareil, il y aura tous les liens en description. Et en fait, tu es un spécialiste en géopolitique. En tout cas, tu es quelqu'un en fait qui a été formé en géopolitique et qui a des avis, me semble-t-il, très intéressants sur le sujet. Et puis, tu es aussi un analyste en fait de ce qui se passe en France. Et donc, je crois, tu es correspondant au Brésil où tu es actuellement installé pour Causeur. Voilà. Donc, Bonjour, merci de m'avoir invité. merci Driss, pardon, et je te laisse te présenter. Vas-y. Non, non, mais d'abord, je te remercie pour tout le travail que tu fais. Travail par partage d'huile, parce que je te vois grandir sur Internet et puis tu attaques sur des thèmes intéressants, notamment sur la littérature et les essais. Je pense que tu voulais que je Merci. me présente. Ouais, ouais, s'il te plaît, vas-y, présente-toi. Tu seras plus précis que moi. Non, bah oui, ouais, heureusement. Heureusement. D'ailleurs, l'autoconnaissance, se connaître soi-même, c'est la chose la plus difficile, hein. Parfois, une femme, ta femme ou ton père ou ton patron, parfois voit plus clair en toi que toi-même, hein. Moi, j'ai mis du temps C'est vrai. d'ailleurs à m'en rendre compte et on peut commencer par ça. Moi, j'ai toujours été très précoce, très doué sur les thèmes de la littérature, disons, de la connaissance, pas de la littérature, c'est prétentieux, mais j'ai toujours été un bon élève, j'ai été cadre supérieur très vite, j'ai eu des fonctions très intéressantes dans une boîte française de télécom, que je ne peux pas citer, mais une belle multinationale française. Mais j'étais toujours pas assez mûr d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue, euh, disons, de la vie de tous les jours. Et je me suis toujours cherché en allant très profondément dans des choses comme la géopolitique. J'ai étudié un peu sur le tas, soit dans des universités ici au Brésil, soit en tant qu'autodidacte. Moi, à la base, j'ai fait une école de commerce en Ouais. France, complétée par une école d'ingénieur. Mais je me suis toujours essayé d'explorer le plus de thèmes liés à la connaissance, alors que mon problème majeur était lié à l'émotionnel, à la maturité émotionnelle, à vivre en tant qu'un homme adulte et pas en tant qu'un enfant. Et je me voyais dans le monde comme un enfant. Un enfant, tu sais, un enfant peut faire l'amour, peut se marier, peut boire des bières, mais on reste enfant. C'est une histoire de posture. Ouais. Et grâce à beaucoup de souffrance, grâce à Dieu et grâce à des rencontres et un peu d'humilité, je crois, je réussis à matcher maintenant, à converger et à me connaître mieux. Donc aujourd'hui, je me connais mieux et je suis réellement quelqu'un je suis pas du tout un génie ni quoi que ce soit. J'ai juste je crois que j'ai une mission, c'est-à-dire qui est la suivante, c'est-à-dire qu'on peut être réellement cosmopolite. J'aime pas le terme citoyen du monde parce qu'il veut plus rien dire, mais cosmopolite, c'est-à-dire que se sentir à l'aise en Thaïlande, au Brésil où je vis depuis 10 ans, à Paris, à Strasbourg ou à Londres, et en étant enraciné. D'accord. Voilà, c'est un peu le combat de ma vie. D'accord. Eh bien, merci Driss pour cette présentation. Et donc, du coup, aujourd'hui, on te reçoit en fait pour parler de sujets un petit peu délicats dont on parle sur cette chaîne et dont toi aussi tu parles sur ta chaîne. On va parler du clash des civilisations, cette fameuse thèse de Huntington, hein, où j'expliquerai rapidement ce qu'elle est pour ceux qui ne la connaissent pas. On va voir si cette grille d'analyse est pour toi, dans le contexte géopolitique actuel, est bien toujours pertinente, pardon. On va ensuite se recentrer sur la politique intérieure en France et puis on va parler de la délinquance en France, hein. On a eu quelques sujets cet été. On va essayer de parler un petit peu de l'islamisme et peut-être du terrorisme, on verra. Et puis on va parler également de laïcité et d'immigration en France afin de voir eh bien, ce que tu penses de tous ces sujets. Très bien, ça me va Alors bien. si les sujets te vont, eh bien on est parti pour la première question. Très bien. Allez. Alors, maintenant que le menu est posé, je voudrais te poser, donc, je te le disais, la première question, c'est que penses-tu, en fait, de la thèse de Huntington, du choc des civilisations dans le contexte géopolitique actuel, que ce soit avec l'Ukraine ou les tensions entre les États-Unis et la Chine? Alors, juste pour rappel, la thèse de Huntington, c'est à l'effondrement, en fait, de l'URSS, de l'ex-URSS, en fait, à l'effondrement de ce grand bloc, eh bien, on n'aura plus en fait un monde qui sera bipolaire entre les États-Unis, c'est-à-dire le monde libre hein, à l'époque, et puis l'URSS, c'est-à-dire eh bien les soviets. Voilà. Et donc
donc, chaque civilisation, en fait, va se recentrer sur elle-même et on va venir dans un monde, en fait, multipolaire où chaque civilisation va désormais défendre ses intérêts. Et c'est à peu près la thèse de Huntington. Donc, il y aura comme ça un choc et un frottement entre civilisations. Je voulais savoir ce que tu penses de cette thèse, Driss. Bien, c'est une thèse qui est valide, mais elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire que c'est le grand drame des relations internationales et des sciences humaines, c'est que il y a plusieurs phénomènes en même temps. Et puis il y a le facteur chance ou malchance. C'est-à-dire que il suffit pas d'avoir raison, il suffit que la providence, des choses, que les planètes s'alignent. Donc, il a raison, Huntington, il a eu raison de pointer quelque chose qui est très évident, enfin, c'est que les civilisations sont en concurrence. Ouais, C'est déjà la base. Elles sont en concurrence au sein de l'Europe, entre blancs caucasiens, ou elles sont en concurrence au sein de l'Asie, entre l'Inde et les Chinois. Il faut voir les tensions qu'il y a entre l'Inde et la Chine. ouais, Et là, il n'y a pas d'islam, il n'y a pas de. C'est juste. Donc là, il a raison. Il a aussi raison de dire qu'il y a deux types de guerres. Il y a des guerres dans les civilisations. Tu prends les musulmans chiites, sunnites. Il y a des guerres entre civilisations. La thèse qu'il développe dans les années 90, après la chute de l'Union soviétique, comme tu le soulignes, c'est de dire que lui, il voit plutôt une recrudescence des guerres entre civilisations. c'est ça. Il pose des civilisations qu'il voit venir dans le monde asiatique, comme tu dis, dans l'Europe de l'Est et ailleurs. Et là où c'est pas suffisant comme analyse, si tu veux, c'est que notre civilisation est en train de se diluer. C'est ça le problème, c'est que euh, selon Huntington, il y a une sorte de FIFA World Cup des civilisations, c'est-à-dire qu'elles sont en concurrence. Ouais, Comme le foot, un match de foot peut dégénérer ouais, ou pas. Il y a un match de foot aujourd'hui entre les Chinois et les Indiens, par exemple, les Chinois et nous, disons les Européens, entre l'islam, dont je fais partie, le monde islamique, et l'Europe de l'Ouest, l'Occident. Il y a un match de foot. Soit ce match de foot se termine bien, c'est-à-dire voilà, on est en concurrence, l'un copie l'autre. C'est-à-dire qu'on peut aussi apprendre de vous et vous apprenez. Nous, on a beaucoup appris de vous. Hein. Moi, je suis avec une chemise, je ne suis pas avec une djellaba, hein, alors que dans ma culture, j'aurais dû venir avec une djellaba et un tabouche. Donc, nous, vous aussi, vous apprendrez de nous, on s'influence. bien Ça, c'est sûr. le match. Mais ça peut mal se terminer avec des tifosi, des hooligans, et ça donne la guerre, c'est le terrorisme aussi. La guerre entre les Chinois et les Indiens qui est possible dans l'Himalaya, ils se tapent dessus enfin, très, très, très souvent. Le problème, c'est que nous, on arrive au match sans équipe. Nous, l'Occident. On est en train de diluer notre civilisation. On est en train de la rendre impuissante par notre délire, tous les délires que nous avons. On peut en parler. Mais je ne comprends pas pourquoi ceux qui attaquent Huntington le font avec beaucoup de mauvaise foi, alors que finalement, la colonisation, ce sera mon dernier mot, est une histoire de clash de civilisation. Qu'ont été les colonisations françaises ou espagnoles ou même arabes ou japonaises c'est une civilisation qui se croit supérieure, qui va aller dominer les autres, leur casser la gueule, essayer de leur faire un peu de bien, parce qu'on fait quand même un peu de bien. Bien les musulmans, nous, les musulmans, quand on a envahi l'Afrique noire, on a fait du bien, en guillemets, en islamisant, on leur a apporté la bonne parole. Vous, quand vous êtes parti en Afrique noire, vous avez apporté des vaccins vous avez interdit l'esclavage. Donc, il y a quand même du bien qui est fait. Mais même s'il y a du bien qui est fait, ça se termine toujours très mal. Que les civilisations disent non. Et je ne comprends pas qu'on fasse ce procès à Huntington, alors que je pense que le seul procès qu'on puisse lui faire, c'est qu'il y a le facteur chance, parce qu'il n'y a rien de. C'est pas une équation, la vie, c'est pas une équation mathématique. Et le deuxième point, c'est que nous, l'Occident arrive dans cette bataille des civilisations presque à poil. Ouais, ouais, effectivement, je suis assez d'accord. Et du coup, tu nous dis, tu as beaucoup insisté sur le fait que effectivement, l'Occident arrive en fait avec rien du tout, c'est-à-dire que sa civilisation est extrêmement affaiblie, faible. Et en fait, qu'est-ce qui pour toi en fait est faible? Est-ce que on parle du point de vue militaire? Est-ce qu'on parle du point de vue politique? Ou est-ce qu'on parle du point de vue économique? Ou peut-être de tous ces points de vue-là en même temps? Malheureusement, c'est de tous ces points de vue-là en même temps, parce que finalement, la crise est généralisée et c'est une crise vraiment de l'individu. C'est-à-dire que tu prends le militaire. On n'a jamais eu autant de drones et de missiles et de César et de je ne sais quel satellite et de tout ça. C'est vrai qu'on a une.
on a une avance extraordinaire. Mais on ne gagne plus la guerre depuis 30 ans. Les Américains, depuis le Vietnam, n'ont pas gagné de guerre. Ils ont tout perdu. Nous, les Français aussi, on a quitté l'Afrique, là, avec l'opération Mali. On ne gagne plus les guerres. Pourquoi on ne gagne plus les guerres? Parce que nous avons un problème maintenant de l'être humain. Nous avons beaucoup attaqué l'être humain, l'homme, la femme. On ne sait plus distinguer un homme d'une femme. Tu te rends compte de ce que c'est comme attaque? C'est une attaque, c'est pas un progrès. Il y a nulle part un progrès là-dedans. On attaque aussi le discernement, c'est-à-dire que trop de technologie tue le cerveau humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne tellement d'outils d'information, mais aussi de pollution mentale aux gens, que même les généraux, tu sais, maintenant des armées occidentales, ils n'ont plus la mentalité d'un Napoléon ou d'un Lyautey ou d'un Eisenhower. Ils prennent plus de décisions parce que tu as toujours quelqu'un en backup en Californie, à Vélizy-Villacoublay, qui regarde pour toi. Il te dit, bah, écoute, donc toutes les décisions deviennent aujourd'hui collégiales. Parce qu'un drone, il donne à un militaire, il donne à l'état-major la vision sur ce que fait le soldat. Donc le Ouais. soldat, à la limite, il est déresponsabilisé. Ce qui fait qu'on est en train de dégrader l'être humain. On le dégrade aussi par l'éducation qui est devenue une déformation. Et donc nous avons un problème vraiment, je pense que en une phrase, notre grand problème, c'est qu'on attaque l'être humain, l'homme, la femme. L'homme, la femme, le leader. Et on le voit, hein, tout s'effondre, même si nous avons les. Tu prends par exemple la pandémie du Covid. Je ne voudrais pas revenir dans les polémiques, mais tu as vu, on a les meilleures institutions. On a le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la CEDH, l'ONU, 10 milliards d'intellectuels à Paris qui prennent des cafés à Saint-Germain-des-Prés. On a les canaux YouTube, on a 36 000 chaînes de télévision. Et pourtant, on n'a pas été capable de dire stop, Ouais. d'appliquer nos lois. C'est-à-dire que l'être humain a été dégradé. Mais on a les meilleures institutions du monde. On nous demande la sixième République, mais c'est pas le problème. Pour remettre la monarchie en France ou la démocratie participative, ça ne marchera pas. Parce que nous avons dégradé l'être humain. Alors, est-ce que le point de retour a été passé ou pas? Ça, j'en sais rien. Et quand tu dis on a dégradé l'être humain, est-ce que tu penses qu'on a dégradé peut-être cette confiance en nous et peut-être aussi cette confiance civilisationnelle, en ce sens où, eh bien, on a l'impression qu'aujourd'hui, toujours pour rester sur la thèse de Huntington, on a l'impression qu'on choisit de ne plus défendre notre civilisation. D'ailleurs, on ne la connaît plus. Les jeunes générations ne connaissent plus notre civilisation. Et on décide du coup de vivre sur un territoire, sur une géographie avec plusieurs civilisations. Et c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est un peu la civilisation de la non-civilisation. C'est-à-dire qu'on n'a plus de civilisation. On a des civilisations sur notre terre. Est-ce qu'il y a un petit peu de ça aussi? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oh, moi, je trouve qu'on a été envoûté au sens africain du terme. Donc, cherchant le talisman, cherchant le féticheur, sacrifions la poule, buvons le sang. Parce que on en est là, c'est juste incroyable. Tu as l'impression d'avoir. Quand tu parles parfois à certains occidentaux, tu as l'impression qu'ils sont envoûtés. Tu leur dis, mais les mecs, vous voulez plus exister. Il y a cette espèce de choix assumé de ne pas exister et de laisser exister autrui en nous-mêmes. Voilà. C'est comme si nous étions devenus un champ en friche et n'importe qui, n'importe quelle herbe, bonne ou mauvaise, pouvait nous coloniser. Euh, Tu parles véritablement, excuse-moi, je te ouais, passe bien une sûr. parenthèse parce que le mot est fort, c'est-à-dire que tu parles véritablement de colonisation à notre endroit, en fait. Oui, 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 bien sûr. Et on est colonisé de plusieurs manières. D'abord, on est colonisé mentalement par des mauvaises idées que nous avons D'accord. créées, hein. Nous n'avons pas eu besoin de l'islam ou de l'Afrique ou de la Chine pour aller mal. Par exemple, nous avons été colonisés par l'idée de la repentance que nous avons créée. Nous avons Mhm. été colonisés par l'idée que l'Église était mauvaise, alors que l'Église catholique, elle a fait beaucoup de mal, mais elle a fait beaucoup de bien. Combien de lépreux ont été soignés par les religieuses? Parce que la lèpre, personne ne voulait les toucher, les lépreux. Qui est allé les chercher, ces lépreux-là, les soigner? Les fous. Qui a sauvé les Indiens des Amériques des esclavagistes? C'est les Jésuites, les missions. Donc, nous, on s'est colonisé par des idées, le woke, l'antiracisme, la haine de soi, la haine de l'homme, la haine du père, l'anarchisme, tout ça, nous l'avons créé. Et puis, nous sommes colonisés maintenant par des civilisations qui font leur boulot. Une civilisation, elle est comme un, il faut penser à une espèce de mauvaise rencontre la nuit, dans une ruelle mal famée. Euh, elles calculent leur chance. Et dès qu'elles voient qu'il y a une brèche, elles attaquent.
Il ne faut pas en vouloir à l'islam de coloniser l'Europe, parce que c'est nous qui avons ouvert les portes et qui disons colonisez-nous. Et demain, ce sera le bouddhisme. Hmm. Enfin, dès que nous sommes réellement colonisés, et le pire, c'est qu'on ne rend pas service aux gens qui nous colonisent. Parce que l'islam en Europe, par exemple, il, il fait banco d'un point de vue économique. C'est-à-dire que l'islam a toujours été une civilisation de la pénurie. Au moins depuis 500 ans, depuis que nous avons quitté l'Andalousie, il y avait de l'eau, il y avait des citronniers. On vit mal. Ouais. On est dans une situation de la misère. Au Pakistan, il faut voir la misère qu'il y a au Pakistan, en Égypte. Là, quand on est arrivé en Égypte, en Europe, avec l'immigration de masse depuis les années 70, nous avons trouvé les PIB les plus élevés au monde. Donc, Ouais. c'est une chance inouïe. Nulle part les musulmans vivent aussi dignement qu'à Bruxelles ou aux régions parisiennes, malgré les problèmes, hein. Parce que vaut mieux être musulman à Paris, à Sarcelles, qu'à Casablanca, hein. Ça, c'est évident. Vaut mieux aller dans un hôpital, dans un CHU à Cochin, à Paris, que dans la meilleure clinique privée au Maroc, hein. Ouais. Il faut voir le truc. Mais le problème, c'est que nous avons arrosé des plantes qui n'étaient pas suffisantes. Nous avons arrosé, imagine, tu as une plante et tu l'arroses de fertilisants tous les jours, eh bien, elle devient monstrueuse. C'est-à-dire que en Europe, l'islam n'a pas été réformé, il n'a pas voulu se réformer, on ne lui a même pas mis de limite. Donc, Ouais. il exagère. Donc, c'est comme si donc la plante est en train de devenir monstrueuse. Il y avait beaucoup d'indiscipline chez nous au Maghreb, culturellement, mais nous avions une police qui était dure. Là, tu arrives en France ou en Italie ou en Hollande, on te dit, mais non, la police ne fait rien parce que sinon elle est raciste. Donc nous avons créé et nous sommes devenus monstrueux avec le phénomène Racaille. Et ainsi de suite. Nous avons toujours eu du fanatisme dans le Maghreb, toujours, depuis le début. Ça marche avec l'islam, c'est une grande histoire. Mais chez nous, nous avions des moyens de gérer le fanatisme. Parce que nous avions des confréries religieuses, nous avions les marabouts, nous avions l'émir des croyants au Maroc. Donc, on arrivait à gérer ça difficilement. Là, il n'y a aucune limite qui est posée. On dit voilà, tu vas sur Internet et puis il y a un préfet qui ne parle pas l'arabe, qui n'est pas obligé de parler l'arabe d'ailleurs, mais bon, qui ne comprend rien au phénomène religieux et on lui dit bah, tu règles le problème. Il ne règle pas. Donc, en fait, on est non seulement colonisé, mais on ne rend pas service aux civilisations qui nous colonisent. Parce que c'est comme les latinos, pour dédramatiser les débats, c'est comme les latinos aux États-Unis. Tu as deux types de latinos. Je généralise, hein. Tu as les latinos de Miami qui travaillent. Tu vois, à Mhm. Miami, tout va bien. Et d'ailleurs, ils votent Trump, c'est par hasard. Et tu as les latinos de Los Angeles qui sont perdus, qui sont dans les gangs, les MS-13, les Latin Crips, je ne sais pas quoi. Et pourquoi? Parce que tu as la culture latine, la culture sud-américaine. Elle est porteuse de violence. Pour plein de raisons, on ne va pas revenir dessus. Elle est très violente. Elle est magnifique, mais elle est aussi très violente. Aux États-Unis, tu donnes des armes à tout le monde. Tu leur dis, premier amendement, deuxième amendement, je te donne des armes et je te donne de la cocaïne. Ben, les gens, ils font des conneries. Ouais. Donc ces civilisations-là, elles dégénèrent. À Miami, elles ne dégénèrent pas, mais ailleurs, elles dégénèrent. Et donc cette immigration-là, elle n'est pas forcément une chance pour ces civilisations-là, parce qu'elles ne règlent pas leurs problèmes. Les latinos des gangs de Los Angeles, ils n'ont pas appris la discipline anglo-saxonne, ils ne feront pas des startups, hein. Tu ne trouveras Ouais. pas San Francisco. Tu vois. Et Ouais. c'est ça que je veux dire que, en fait, on vit un drame pour tout le monde, pour l'Occident, pour les autres civilisations. Et je ne sais pas où ça va nous mener. D'accord. Eh ben, effectivement, c'est très très clair comme tu nous l'expliques, Driss. Merci à toi. Et à toi. Je voulais avancer et passer à une autre question en fait, et donc parler plus particulièrement. Alors, Huntington en parle aussi. On va pas passer tout l'interview sur Huntington, mais c'est vrai qu'on a débuté par là et qu'il en parle aussi. C'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et je voudrais avoir un petit peu ton analyse à toi. Alors, on n'aura pas forcément le temps de rentrer dans les détails, mais voir un petit peu en fait, eh bien, comment tu vois ça? Est-ce qu'on est devant une guerre régionale où l'Occident se mêle un petit peu de ce qui ne le regarde pas? Ou est-ce qu'on est dans une guerre peut-être plutôt une guerre entre les États-Unis, une guerre cachée entre les États-Unis et la Russie, une guerre par procuration, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent expliquer ces tensions en Russie qui ont fini par devenir une guerre? C'est tout ça en même temps, malheureusement. Il y a plusieurs guerres en même temps. Nous, on fait la guerre à la Russie. Enfin, nous, c'est qui nous, hein? Il y a la France et les États-Unis. Les États-Unis et nous, on fait la guerre à la Russie parce qu'on ne supporte pas qu'il y ait des hommes blancs qui ne soient pas décadents. C'est-à-dire qu'on veut exporter notre décadence et on veut absolument que les Russes deviennent comme nous, c'est-à-dire
couverts d'immigration, islamophiles au possible, drogués, parce que nous produisons beaucoup de drogue et nous consommons beaucoup de drogue. On voit de délitement avec l'écriture inclusive. Voilà. Donc, on ne supporte pas qu'il y ait un pays qui soit différent de nous. Donc, d'ailleurs, c'est naturel. Hein. Les musulmans, on est pareil. Hein, enfin, les musulmans, la culture, la civilisation islamique, tout le monde tend à l'uniformité. Tu vois, Ouais. maintenant, les femmes en Indonésie portent le hijab, comme les Saoudiens. C'est naturel. Il ne faut pas trop nous flageller. Circonstance aggravante, nous, les Français, on fait la guerre à la Russie parce que Biden nous l'a dit. On Ouais. n'a pas de problème avec les Russes, mais nous, on n'a pas de- D'ailleurs, quand tu entends, moi je ne comprends pas le russe malheureusement, mais quand tu entends les Russes parler, Lavrov, Poutine, combien de mots français dans le Ouais. russe? Processus, stratégie, enfin, c'est quand même. Nous étions quelque chose, enfin, pour eux. Ils nous Ouais. regardaient, quand même, quand même. Donc, il y a cette guerre-là en disant entre deux types entre la décadence et une certaine stabilité, une certaine santé, même si, voilà. Maintenant, il faut dire la vérité aussi. C'est très difficile d'être voisin des Russes. Hein, parce que Ouais. les Polonais, les Hongrois, ils ont vécu dans leur chair les chars russes à Prague. Donc, les Russes ne sont pas des saints. Donc, je comprends aussi les Ukrainiens. Je comprends je pense qu'il faut. Enfin, il faut dire la vérité. Il faut juste qu'on dise la vérité. Non à l'invasion russe, mais non aussi aux provocations qui ont eu lieu avant, qui ont fait monter la sauce et qui ont. Voilà. Non à tout ce qu'on fait aujourd'hui, que ces sanctions stupides et tout ça. Euh, de toute façon, la messe est dite, hein, dire très certainement les Russes vont l'emporter, très certainement les armes que nous avons données aux Ukrainiens vont être réutilisées chez nous, et très certainement, chapeau, Ouais. voilà, très certainement des fortunes seront faites dans le complexe militaro-industriel, américain, français, tout ça, parce qu'on vend des armes, tout ça, et très certainement comment dirais-je, on recommencera à parler avec les Russes dans Ouais. quelques années. Regarde, on a ramené Mohammed bin Salman en France il y a quelques jours, alors qu'il avait découpé Khashoggi, qu'il avait fait, enfin, il a fait découper apparemment. Voilà, on reparlera avec les Russes parce que c'est comme ça. Euh, Bah, je c'est un pense que nous peu. avons raté c'est- une occasion d'être une zone de stabilité. De dire la vérité, de dire non à l'invasion, voilà ce qui se passe. Non, nous sommes partie prenante dans un conflit qui tout à fait, pour nous, est tout à fait inutile. Bah, c'est ça qui me paraît à moi un petit peu compliqué à entendre à l'oreille. C'est-à-dire qu'on a une grande propagande qui nous dit, voilà, nous sommes les défenseurs de la liberté. Bon, on est habitué à ces propagandes. C'était pareil pour les États-Unis et l'axe du mal en Irak. On est habitué à ça. Mais justement, comme il y avait eu les États-Unis et l'axe du mal et qu'on savait que, eh bien, nos plus hauts fonctionnaires étaient capables de nous mentir à ce point-là, je pensais pas que ça repasserait une deuxième fois. Et on nous fait encore le coup de on défend la liberté, le bien, la veuve et l'orphelin, etc. Si l'Occident et si la France, dont je suis, nous expliquait qu'on allait défendre nos intérêts et que effectivement, comme tu le fais, eh bien mettre un peu de nuance et de complexité dans tout ça, en disant que effectivement les Russes sont pas un pays facile, avec un président autoritaire qui a des visées, voilà, qui a des visées impériales, mais en même temps, voilà, il y a aussi des problèmes en Ukraine, il y a aussi, voilà, si on arrivait à mettre un peu de complexité là-dedans et pas nous faire entrer dans cette propagande du l'occidental arrive avec son cheval blanc pour défendre le bon, pour défendre la veuve et l'orphelin, etc. Bah, c'est vrai que ce serait quand même plus audible, en fait, plus audible à l'oreille des gens qui réfléchissent un petit peu. Et c'est vrai que là, on a un petit peu l'impression qu'on nous prend pour des idiots, et en plus, ça coupe toute nuance possible dans les débats. On le voit entre les gens qui soutiennent Zelensky et les gens qui soutiennent Poutine, il y a quasiment plus de discussion possible, en fait. Hein. Non, et puis nous ne sommes ni Russes, ni Américains, ni Ukrainiens, nous sommes Français. C'est ce qui est incroyable, c'est que les gens, ils sont devenus comme des Linux, tu sais. Aujourd'hui, ils roulent avec Linux, demain Android. Enfin, non, on est Français. Il faut qu'on se calme, on a des intérêts, on a des amis, on peut avoir des mouvements, des états d'âme, des indignations, mais on est Français, on n'est pas Américain. Et M. Macron me donne l'impression d'être un gouverneur du Connecticut ou du Massachusetts. Non, il est président de la France. Ouais. C'est vrai qu'on est. On est et puis, est-ce qu'on vaut mieux que. Ce qui m'énerve le plus, et c'est ce qui est très grave, c'est que nous, on se croit toujours supérieur aux autres. On ne vaut pas mieux que les Russes. Je veux dire.
vaut pas mieux. En Libye, nous avons, nous, c'est-à-dire M. Sarkozy, M. Juppé, M. BHL, Mme Clinton, M. Obama, l'armée française a attaqué la Libye en dehors de la légalité internationale, il y a 10 ans. C'est pour ça que les Russes permettent aujourd'hui, parce que on a fait voter une résolution des Nations Unies pour dire qu'il ne faut pas que Benghazi soit bombardé. Et les Russes ont signé. Le grand méchant Poutine dit oui, je signe. Et nous, on a outrepassé cette résolution des Nations Unies pour tuer Kadhafi par nos mercenaires sur place avec la surveillance de nos drones et de nos avions et de nos mirages et de nos rafales. Et là, on ne se dit pas, nous aussi, nous sommes des pirates. Nous avons notre ami Erdogan aujourd'hui, à l'instant T où je vous parle, au moment où Poutine attaque les Ukrainiens, Erdogan conquiert la Syrie. Ouais. Idlib, il avance tous les jours. Et non, il n'y a pas un chat chez nous pour dire attendez, c'est pas normal. Voilà, donc il faut aussi qu'on nettoie devant notre. On se sent supérieur. Et cette supériorité, elle est vraiment c'est un mauvais symptôme parce que le type, le vrai génie, est un type modeste parce qu'il sait combien c'est difficile d'apprendre, de lire. Le joueur de Jiu-Jitsu, le vrai type, il est modeste. C'est pas une racaille. C'est pas un énervé. Nous, on est ni modeste, on est devenu énervé. Ça veut dire qu'on est vraiment vide. Et ça, c'est très grave parce que quand tu es vide, bah, le premier qui te donne un coup de canif, ça explose. Et, Ouais. et on est là, c'est très grave, je trouve. Donc oui, c'est marrant parce que ce que tu me dis, Idriss, en fait, ça me fait penser encore une fois à Huntington et au moment où dans son livre, il explique que eh bien, l'Occident souhaiterait en fait imposer sa culture, souhaiterait imposer ses normes et surtout sa morale partout dans le monde. Et ce qui est assez impressionnant, déjà en 96, Huntington le note, c'est que eh bien, l'Occident en fait a envie de s'imposer partout, d'imposer sa morale et sa culture et sa civilisation de partout, sauf sur son propre sol. Donc c'est assez Mhm. déstabilisant. Alors, je voulais passer à une question qui est connexe. C'est savoir un petit peu comment tu analyses, toi, en fait, les tensions entre Taïwan et les États-Unis, entre la Chine, pardon, et les États-Unis à cause de Taïwan, plutôt. Et est-ce que pour toi, on est encore comme dans l'Ukraine et la Russie, c'est-à-dire sur un conflit à plusieurs niveaux, ou est-ce qu'on est dans cette espèce de concurrence qu'on voit depuis quelques années, peut-être même quelques décennies, au niveau commercial entre la Chine et les États-Unis? Comment tu analyses ça, toi? Bon, on est dans quelque chose de très spécial et très inquiétant. Alors déjà, je vais commencer par une boutade. C'est d'abord une victoire du féminisme. Parce que Nancy Pelosi, la patronne du Parlement américain, Chambre des députés, est en train de réussir certainement de nous amener au bord de la Troisième Guerre mondiale. Donc, Ouais, une femme aujourd'hui peut faire autant de mal qu'un homme. Je pense que nous sommes vraiment à égalité. Donc là, chapeau au féminisme. Bon, trêve de plaisanterie. C'est un conflit aussi à plusieurs niveaux. Euh, j'ai l'impression que les Américains sont en train de rameuter la foule. Il faut penser à une rixe dans la rue. Tu as toujours un type qui est le leader et qui compte ses amis en amont de la rixe. Et là, Madame Pelosi est partie à Taïwan. Les Chinois ont réagi comme ils ont réagi avec des exercices militaires. Ils ont fait peur à tout le monde, aux Japonais, parce que personne n'aime les Chinois dans la région, les Japonais, ni les Coréens, ni les Malaisiens, ni les Philippins, et pour des bonnes raisons, ni même les Vietnamiens, qui sont des cousins des Chinois. Donc finalement, les Américains ont peut-être cherché à solidifier leur rang, parce qu'ils sont en chute de leadership, ils sont dans un processus, enfin, ils vont pas très bien. Et donc, c'est un meilleur moyen qu'ils ont trouvé voilà, de mettre tout le monde derrière eux par la peur. Bon. C'est un peu ce qui se passe aussi avec l'Ukraine, hein. C'est la même chose à peu près. Ils nous ont mis tous au garde à vous. Et d'ailleurs, ils nous vendent même leur gaz qui est 2 fois plus cher apparemment que le gaz qu'on avait avec les Russes. et deux fois plus écolo, entre parenthèses. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si ça vient de la côte ouest américaine, c'est que c'est bien. Voilà. Ah, c'est vrai, tu as raison, tu as raison. Maintenant, entre l'Ukraine et le Taïwan, il y a quand même une grande différence, c'est que euh, il y a une grande différence, c'est que l'Ukraine a été toujours le berceau de la Russie. C'est comme si on disait on va prélever le cœur
est-ce que le corps va continuer à vivre? Évidemment que si tu prélèves l'Ukraine du monde russe, ça va mal se passer. C'est vraiment une symbiose. C'est pour ça que c'est très compliqué. C'est pour ça que je ne vois pas vraiment de. Je pense que les Russes ont un argument fort. L'Ukraine fait partie de leur psyché, de leur âme. C'est le cœur battant, ou un des cœurs battants du monde slave. Là, Taïwan, c'est une périphérie de la Chine, comme l'était le Japon avant, hein, avant que le Japon était une périphérie de la Chine il y a très longtemps. C'était le réservoir de racailles de la Chine, des samouraïs. C'était le réservoir de la violence de la Chine. Et ils ont, grâce à leur génie, bifurqué, sont devenus une grande civilisation. Mais à l'époque, c'était un réservoir, c'était le GIGN, si tu veux, de la Chine, qui a envoyé ces bandits japonais casser la gueule aux Mongols et aux autres barbares qui attaquaient la Chine, qui n'a jamais été une puissance vraiment de grands guerriers, me semble-t-il, mais je ne suis pas un sinologue. Là, Taïwan, c'est une périphérie de la Chine qui a toujours appartenu à la Chine. Elle existe, on connaît l'histoire, c'est la guerre civile chinoise. Donc, comme Hong Kong, à un moment donné, les Chinois vont récupérer, vont faire cette fusion. Voilà, donc je pense que là, c'est difficile pour nous de dire aux Chinois, vous n'êtes pas chez vous à Taïwan. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent envahir Taïwan, mais c'est, disons que c'est un, comment dirais-je, c'est plus, c'est un cas qui est peut-être plus, à la limite, plus facile à régler, parce qu'on peut avoir une confédération entre Chinois et Taïwan, alors qu'avec l'Ukraine, il y a une vraie symbiose, me semble-t-il. Ouais. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est un conflit uniquement, comme tu le disais, c'est-à-dire contextuel, c'est-à-dire les États-Unis essayent de resserrer les rangs derrière eux, ils font ce que Huntington appellerait un État phare, c'est-à-dire que les États-Unis sont un petit peu la puissance, la nation puissance en fait de l'Occident actuellement, hein. Et donc ils resserrent les rangs derrière eux, comme tu l'expliquais très justement. Et donc du coup, est-ce que tu penses que il y a quand même cet aspect commercial des supraconducteurs à Taïwan? Est-ce que les États-Unis sont encore en train de défendre leurs intérêts commerciaux en nous faisant croire qu'ils partent au nom du bien comme ils l'ont fait en Irak à l'époque? Est-ce qu'on est là-dedans? Parce que, en fait, on se pose la question, c'est-à-dire qu'on se dit, par exemple, quand la Chine a envahi le Tibet, il n'y a pas eu de problème, personne n'a rien dit. Quand l'Arabie saoudite, je veux dire, tape très fort sur le Yémen, il n'y a pas de problème, il n'y a personne qui dit rien. On fait ça avec des armes françaises et il n'y a aucun problème. Du coup, qu'est-ce qui se passe là maintenant pour que ça coince en fait? Ben, disons que les Chinois, c'est pas les Saoudiens, et voilà, c'est pas les Saoudiens, c'est même pas les Turcs, c'est beaucoup plus fort. C'est vraiment le challenger des États-Unis. Et C'est ça en fait, c'est que les Saoudiens font pas peur, alors que les Chinois, comment dire, il faut les remettre à leur place avant qu'ils soient trop forts, avant qu'ils soient trop puissants. C'est tout à ça. fait. Et les Américains ont raison, à leur place, je ferais pareil. Et d'ailleurs, nous, occidentaux, on n'a pas vraiment intérêt à ce que la Chine prenne trop de place parce que c'est pas une bonne nouvelle, hein. Il n'y a pas de droits de l'homme, c'est la surveillance généralisée, ils font travailler les prisonniers. Voilà, c'est pas nos valeurs, hein. Ouais. Donc, effectivement, je pense que le problème, c'est que le gendarme américain est devenu irrationnel. C'est-à-dire que il, on peut pas contenir la Chine par les armes et les drones et Nancy Pelosi, et en même temps se taire quand les Chinois prennent Hong Kong au nom du Covid. Oui, il y avait Bien, Hong ça part. Kong aussi. Ouais, Tu ouais. vois, donc, Taïwan, ok, on met Nancy Pelosi, mais elle était où Nancy Pelosi pour le Covid en Hong Kong? Les Chinois ont profité du Covid. À mon avis, ils l'ont instrumentalisé pour reprendre Hong Kong. Et nous, on s'est tu. Ouais. Voilà. Donc, on est largement irrationnel et c'est normal qu'on soit irrationnel parce qu'il n'y a plus, il y a plus il y a plus de, on demande le consensus. C'est comme en religion. Moi, je me trouve en islam maintenant en Occident. C'est-à-dire que soit tout le monde va être d'accord. Or non, il faut qu'on arrive à dire à Biden aux Américains à l'état profond, vous déconnez. Je ne Ouais. peux plus dire ça. Donc les mecs, ils délirent. Ils délirent. Et ça peut arriver aux meilleurs d'entre nous. Parce qu'il n'y a, plus il y a plus de feedback. Tout le monde est dans une espèce d'unanimisme et gare à toi si tu dis, si tu dis que tu n'es pas d'accord. Voilà. Donc, C'est très juste ce que on- tu dis, et d'ailleurs, ça fait peur ce que tu dis, c'est très très juste, parce que ça nous fait penser que c'est un peu pareil en France maintenant, c'est-à-dire qu'on a le cercle de la raison, et puis les voilà. gens qui disent n'importe quoi. Ouais, c'est assez flippant, C'est effectivement. dramatique. C'est un moment religieux. Nous vivons un moment religieux en France.
Ouais, ouais, en Occident. Sauf que les prêtres aujourd'hui, ils sont de la communauté LGBT, j'ai rien contre, hein, où ils sont écolos. ouais, Mais c'est-à-dire que tu n'as plus le droit de parler, tu ouais, dois être dans le credo, tu ouais, dois porter un masque religieux qui te fait mal, c'est le masque, c'est-à-dire que tu n'arrives même plus à respirer. Et tout le ouais. monde, et je suis étonné de voir des gens qui disent il est interdit d'interdire, et les mêmes sont dans une logique religieuse d'interdiction, d'oppression, Même d'inquisition parfois, hein. Tu parlais de la communauté d'acquisition, LGBT. Moi, j'ai bien vu de sûr. l'inquisition quand je posais simplement des questions. C'est le cas également pour le Covid, hein, de l'inquisition. Dès qu'on commence à poser deux, trois questions ou à mettre deux, trois, là, ça nous rappelle un petit peu l'époque de l'après 11 septembre. Dès qu'on commençait à réfléchir un peu, à se dire, mais il y a ça, c'est pas très, oulala, complotiste, oulala, diable, etc. Ouais, c'est un peu, on est dans la même Ouais, ambiance. Ouais, on est dans une ambiance religieuse et c'est très ironique, c'est très drôle de voir les gens qui sont supposés être athées, anti-Dieu, se comporter comme des catholiques dans la pire version du catholicisme. L'Inquisition, demain ils vont brûler les livres. Enfin, maintenant ils ne les brûlent plus, ils les censurent sur Twitter. Donc, mais on y est, c'est très grave. Et c'est très intéressant en même temps, c'est très comique. ouais. Eh ben, je voudrais en profiter pour te ramener, si tu l'acceptes, en France. Et donc, je voudrais qu'on parle, en fait, de l'insécurité et savoir un petit peu ce que tu penses de l'insécurité en France. On a d'un côté des Français qui nous disent qu'ils ressentent de plus en plus d'insécurité. On a quand même des faits factuels pour étayer ce fameux ressenti. Et puis, d'un autre côté, on a des élites qui nous disent, non, mais attendez, là, en fait, c'est un ressenti, il n'y a pas tant d'insécurité que ça. Au final, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est juste que vous, citoyens, vous êtes devenus un peu fragiles ou vous êtes un peu raciste et puis vous cherchez dans des faits, on vous manipule par CNews, par BFM, machin, etc. Et en fait, ce que vous ressentez, c'est complètement faux. Nous, les sachants qui vivons dans les beaux quartiers de Paris et qui vivons dans les meilleurs quartiers de France, on sait qu'il n'y a pas d'insécurité. Est-ce que tu es d'accord un petit peu avec la manière dont j'énonce les choses ou est-ce que pour toi, il y a véritablement pas tant d'insécurité que ça? Bah, disons qu'il y a... Non, je suis d'accord avec toi, tout à fait. Et je dirais plus loin, il y a deux phénomènes en plus, c'est-à-dire que tu as euh, cette insécurité, elle est bienvenue et elle est applaudie par notre bourgeoisie, par la caste au pouvoir et la bourgeoisie. Tu as la caste des oligarques et des gens à plus de 15 000, 20 000 euros par mois pour que les gens se situent, et puis tu as une bourgeoisie qui les sert, qui leur avocat, leur notaire, leur cuisinier, je sais pas moi, qui leur vend leur assurance, leur villa d'été, leurs vacances, voilà. Et donc tout ce monde pense pareil, parce que c'est difficile de détester les idées de ton patron, ton client. C'est difficile dans la vraie vie, c'est très difficile. Nous sommes tous pareils. Donc nous aimons tous nous aligner, voilà. Comme ça, tu libères des ressources cérébrales, émotionnelles pour faire du business et de l'argent. Donc ce complexe-là humain, donc c'est cette caste et cette bourgeoisie à son service, ils applaudissent cette insécurité pour deux raisons. D'abord, ça leur permet de régler leur compte avec le petit peuple français. Parce que le petit peuple français, il a osé demander la sécurité sociale. Il a osé parler du grand soir. Il a osé demander des vacances. Il a osé voyager en avion à Ibiza. Tu te rends compte? Il a osé consommer du bon vin. Il a osé demander des HLM dans des bonnes conditions. Il a osé demander de la culture. Il a osé envoyer ses enfants à Polytechnique. Tu te rends compte? Donc ça, ouais, il a osé demander la hausse du SMIC. Il a osé s'opposer à l'Europe en 2005. Donc ce peuple-là, eh on lui envoie le voyou, de préférence étranger, pour le ramener dans le droit chemin, pour lui dire, je m'excuse de dire ça comme ça, tu n'es qu'une merde. Parce que quel message du voyou? C'est un message politique. Il dit au petit peuple français, ferme ta gueule, casse-toi. Donc il y a le nettoyage ethnique, on sort le peuple français de ses quartiers, on le renvoie vers les périphéries périurbaines, on envoie 30 minutes, 40 minutes son lieu de travail. Et c'est une humiliation de ce peuple-là. Et la deuxième chose, pourquoi cette insécurité elle est bienvenue, ça nous permet, par hasard, de ressembler à l'oncle Sam. Regarde les films américains des années 80. Tu regardes un film comme Le Bûcher des Vanités, où tu le lis. J'essaie de lire en anglais, j'ai pas réussi, c'est trop. Bon, j'ai pas réussi. Je trouve que trop détaillé. Mais que dit c'est quoi le Bûcher des Vanités? C'est un type qui travaille dans Wall Street, il prend une autoroute urbaine à New York, périph' à Paris, il se trompe de sortie.
Ils tombent dans un quartier de la diversité. Les Américains avaient de l'avance sur nous. Il y a 40 ans, ils étaient déjà à la diversité communautaire. Et je ne sais pas ce qui se passe exactement, il finit par tuer quelqu'un, quelqu'un issu de la diversité. Et sa vie s'arrête. Et on lui tombe dessus, le bûcher des vanités, il est lynché publiquement par Wall Street et ses amis. Bien, cette insécurité-là nous fait ressembler à Harlem, à New York. Pour nous, pour nos chefs, pour cette caste et la bourgeoisie qui pense comme elle, c'est naturel, c'est le prix à payer pour la globalisation. C'est normal d'avoir des racailles, c'est normal d'avoir peur, parce qu'eux aussi, ils ont peur, mais ils aiment cette peur. Il n'y a plus d'îlot de sécurité en France. Même à Meudon, même dans le 16e arrondissement, tu as des problèmes. Sauf que pour ces gens-là, c'est le prix à payer. Comme ça, on ressemble à Rihanna, on ressemble aux Kardashian, on vit comme Joe Biden, on ressemble à Obama. Ces gens-là, ils acceptent tout ça. Et donc, pour eux, tout ce qui nous américanise est bon. Parce que pour eux, il n'y a qu'un seul modèle, c'est l'américanisation. Et là, on retrouve, et ce sera ma dernière phrase, au fait, la Seconde Guerre mondiale, nous l'avons perdue. J'en veux un peu à De Gaulle qui nous a fait croire que nous avions gagné, à Leclerc. Enfin, j'en veux. C'est rhétorique. On l'a perdu parce que nous payons le prix depuis 1945. Nous sommes américanisés. Donc, tu vas à New York et tu vas à Paris, c'est la même population. On est devenu une petite Afrique, une petite Amérique latine, un petit monde musulman. Voilà. Et nous avons nos quartiers, nos communautés, nos leaders communautaires. Nous avons notre haine interraciale. Nous avons les mêmes politiciens maintenant. Ils sont tous dans le woke. Voilà. Nous avons le meurtre de masse, nos loups solitaires. Voilà. Donc, cette insécurité, elle est vraiment, comment dirais-je, elle est assumée par le système. C'est ça qui est très grave. C'est pas un accident, c'est pas un fiasco. C'est pas une conspiration non plus. Elle est, ou peut-être, je sais pas, elle est une étape de l'histoire. Comme Marx disait, on va arriver par étapes. D'abord le socialisme, voilà. Elle est une étape vers un nouvel ordre mondial dont il parle souvent. Ouais, effectivement. Alors, on voit bien, effectivement, tu as raison, hein, on doit se rappeler qu'on a perdu la guerre et que Régis Debray le note dans Comment nous sommes Oui, devenus américains. Effectivement, il note comment la France s'est américanisée et comment la société anglo-saxonne pressionne la France pour, bah, tout pas à que la fait. France, tous les pays sous influence américaine pour adopter le modèle multiculturaliste, hein. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, le pluriculturalisme et l'universalisme français, ce sont des gens de plusieurs communautés ethniques qui sont rassemblés en fait derrière le statut de citoyen français et l'État français ne reconnaît que le citoyen français. Aux États-Unis, c'est autre chose, c'est le multiculturalisme, c'est-à-dire que en fait les gens sont organisés en communautés et les politiques des États-Unis en fait s'adressent aux communautés, aux chefs communautaires et non C'est plus ça. à des citoyens libres, émancipés, etc. Voilà, donc effectivement, on voit cette pression-là en France, et puis ça permet, je pense, aussi de, comment dire, de diviser les gens, tout simplement, hein, de les monter Oui, les uns contre les autres, etc. Et puis il y a aussi le phénomène d'immigration qui permet aussi d'avoir ce que Marx appelait l'armée de réserve du capital, hein. On se rappelle de ça aussi. D'ailleurs, on le voit beaucoup aujourd'hui en restauration en France. On nous explique que la restauration a fait des efforts pour attirer des Français dans ses filets. Elle a augmenté de 10% les salaires, ce qui est rien. Enfin, moi, je viens de la restauration quand j'étais gamin, enfin 10%, c'est vraiment rien du tout. Et puis en parallèle, on nous dit qu'on va aller chercher en fait dans le pôle emploi, ce qui est l'équivalent du pôle emploi tunisien, on va aller chercher des gens qui sont très très motivés. On nous vend ça, on nous dit ils sont très très motivés. Comprenez le sous-titre, ils travaillent pour presque rien, deux fois plus qu'un Français. bien sûr. Euh, donc justement, la question supplémentaire, en fait, c'est, bah, tu as un petit peu répondu, mais est-ce qu'il y a un lien en fait entre délinquance et immigration, et puis entre ce communautarisme en fait qui est en train de se déployer en fait en France et l'immigration? Alors, avant de répondre à la question, me permettrai de revenir sur deux points que tu as soulignés. Le modèle américain multiculturel, où tu ne deviens jamais américain. Ouais. Tu resteras jamaïcain toute ta vie. Je vois Jennifer Lopez, qui est enfin, une réussite américaine. Elle te dit, je suis latina, comment dirais-je, je suis victime de discrimination. Alors qu'il n'y a pas plus américain que Jennifer Lopez. Je veux dire, demain, elle sera présidente des États-Unis. Elle sera élue si elle le veut. C'est une boutade, mais pas tant que ça. Alors que nous, en France, nous fabriquons des Français. Ouais. Et je tire mon chapeau à l'expérience française dans les Antilles. Tu prends les dom-toms français, Martinique, Guadeloupe, avec tous les problèmes qu'il y a. Parce qu'il y en a, c'est une petite Afrique.
avec l'esclavage, avec le trauma d'esclavage. Tu te rends compte la difficulté à assimiler. Ouais. On a assimilé grâce à l'État français. On a ramené, on a fait des douaniers, comme on a fait avec la Corse. On a donné des postes, on a assimilé les gens. Tu vois là en Jamaïque ou tu vois en Puerto Rico, c'est catastrophe. Tu vois. Donc, chapeau à la France. On met du temps. Et puis, c'est facile d'assimiler les dom-toms, c'est pas facile d'assimiler le monde entier. Ça nous ramène à nos questions d'avant. Sur les Tunisiens dans la restauration, tu remarqueras que on continue la guerre contre l'être humain. On Ouais. a tué la valeur travail. Moi, je ne comprends pas. On a tué la valeur travail. Que tu as des gens aujourd'hui en France qui disent, moi, je ne veux plus travailler. Mm, C'est mm. grave. Alors, parce que je ne sais pas, est-ce qu'on les a mis est-ce qu'il y a trop d'allocations? Mais ces allocations, c'est plus des allocations, c'est du venin. Parce que quand on t'enlève l'envie de travailler, ben demain, on va te tuer. Je veux dire, tu vois, je veux dire, parce que l'esclave, il avait une dignité. Au moins, il produisait. Là, Ouais. on fait de toi on crée une société d'inutiles. C'est très, très grave. Qu'est-ce qu'on va leur faire faire? Des jeux vidéo, de la drogue, des dons d'organes, de la GPA pour toutes, j'en sais rien. Bon. Alors, sur la question immigration, délinquance, oui, évidemment. C'est très simple. Il faudrait qu'on soit très, qu'on dédramatise ce sujet-là. Je ne comprends pas que mes amis maghrébins, dont je fais partie, mes amis africains, soient aussi sensibles dès qu'on cite ce thème-là, qui est une évidence. Il y a deux problèmes qui se télescopent en France. Tu as d'abord nos civilisations africaines et maghrébines sont des civilisations qui ont un problème avec la discipline et le respect. Au Maghreb, l'islam est très fort, mais l'islam n'a pas réussi à nous civiliser au sens. L'islam n'apprend à personne au Maghreb à s'arrêter à un feu rouge, pour être très clair. Il Ouais. apprend à personne à payer les impôts. Il apprend à personne à respecter une file d'attente. C'est très simple. C'est juste ça. Ça, c'est évident. Ça ne veut Ouais. pas dire que nous sommes des mauvais musulmans. Non. L'islam, c'est pas le catholicisme. Le catholicisme en France et au nord de l'Italie, pas au sud. Il a réussi à civiliser les gens, à en faire des petits soldats qui n'ont pas besoin de voir un policier pour s'arrêter à un feu rouge. Ouais. Le protestantisme a réussi à le faire en Suisse, en Allemagne. Nous, l'islam n'a pas réussi à faire ça. Il faut dire ça. Donc, quand tu amènes ces populations en France, elles s'attendent à être gouvernées comme au Maghreb, à avoir un flic à chaque feu rouge, à Ouais. être punies à chaque fois qu'elles ne s'arrêtent pas au feu rouge ou dans une file d'attente. Or, il n'y a pas. Ouais. Donc, tu as une délinquance qui est spontanée. C'est de notre mentalité. Il faut dire ça, des choses comme ça. Ça, c'est très. Je pense que je comprends même pas qu'on puisse pas dire ça sans être, enfin, qu'on soit ostracisé pour dire ça. Tu as un deuxième cas aggravant qui est pire, c'est que quand tu as la concurrence entre civilisations, je vais refaire ma phrase. Quand tu fais cohabiter des civilisations, directement, spontanément, elles rentrent en concurrence. Ouais. C'est comme c'est Fight Club. Mm. Fight Ouais. Club, on se Ouais. mesure la force. Cette concurrence passe aussi par la violence de rue. Ouais. Voilà. Donc, ton enfant va casser la gueule à mon enfant. C'est tous les phénomènes de bullying dans les écoles, c'est tout l'appauvrissement de la société française. Et tu te retrouves avec un pays qui ressemble à une cour de prison. Là aussi, c'est spontané. Il aurait fallu ne pas faire d'immigration. Et quand on a fait l'immigration, il aurait fallu muscler notre code pénal et notre capacité à punir. Or, on a fait l'inverse. Ouais. Voilà, deux raisons très simples. Tu as des civilisations qui sont criminogènes, même si le terme n'est pas très beau, n'est pas très juste, et tu as une concurrence entre civilisations sur le sol français. Ouais. On aurait pu aussi également, pour compléter ton propos, peut-être muscler aussi notre assimilation, c'est-à-dire continuer cette fameuse machine dont on a été fier jadis, qui est la machine à faire des Français, comme tu l'as rappelé de manière très simple et très saillante. Merci à toi, Adriss. Alors, je voudrais passer à un autre sujet maintenant. On a une actualité en ce moment sur l'islamisme, en fait, avec cette fameuse difficile expulsion de l'imam Hassan Iqiyoussen. Donc, c'est un imam qui est en France, qui aurait tenu des propos problématiques, pardon. Un imam qui serait fiché S. Et au-delà du cas de ce simple imam, même si je prends ce cas-là parce qu'il illustre mon propos, il y a beaucoup de polémiques autour du voile, autour de la défense du burkini par la gauche française et par aussi une certaine intelligentsia française. Et en fait, je voudrais savoir comment tu penses en fait qu'on a pu en arriver en France à protéger par notre droit les islamistes et à protéger les gens en fait qui souhaitent tout simplement la mort de notre civilisation dans laquelle pourtant ils ont choisi de vivre en fait.
Et pourquoi en fait cette défense-là, cette défense en fait de l'islamisme, cette défense d'une autre civilisation se fait plutôt à gauche, alors que la gauche historiquement c'est quand même le côté politique de l'émancipation, le côté politique de voilà de la sortie des conditionnements, et puis c'est l'anti-religion normalement à gauche. Et là on a complètement le contraire en fait. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu as raison, la gauche est normalement l'anti-religion. Or, en fait, la gauche nous a menti et s'est menti elle-même. C'est l'anti-Jésus-Christ. C'est pas l'anti-Allah, non. C'est juste ça. Elle n'est pas anti-bouddhiste, elle est juste anti-Jésus-Christ. Alors, pourquoi nous protégeons ceux qui nous font du mal? Parce qu'on veut se faire du mal. Pourquoi nous protégeons les islamistes? Parce qu'on veut disparaître. Pourquoi nous protégeons les trafiquants de drogue? Parce que nous voulons disparaître. C'est très simple. Donc, on nous dit les droits de l'homme dans l'affaire Imam et Hussein, les droits de l'homme n'ont rien à voir. Je n'ai pas entendu la CEDH ou le Conseil d'État interdire le confinement au nom des droits de l'homme. On n'a pas interdit les injections obligatoires. On n'a pas le comité d'éthique a chômé pendant 2 ans. L'éthique, ça fait partie des droits de l'homme. Non, c'est pas les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont juste instrumentalisés pour faire du mal. Nous, on veut se faire du mal. Tout simplement, on veut se faire du mal, on veut disparaître. Et malheureusement, c'est la tempête parfaite. C'est-à-dire, tu as euh, une gauche qui ne sait plus quoi faire pour faire le mal, c'est-à-dire qu'elle a cassé la gueule de la droite, elle a tué l'Église, il n'y a plus d'Église, c'est fini. Même le pape maintenant est devenu un animateur d'ONG. Eh bien, elle ronge le cartilage. Donc, elle lâche sur nous les trafiquants de drogue, les indigénistes, les islamistes. Parce qu'elle ne sait plus quoi faire. Mais elle ne sait plus faire que ça. Elle n'a plus d'idée. Donc, sa seule idée maintenant, c'est à la tronçonneuse découper ce qui tient debout. Donc, elle ramène les islamistes, elle ramène les immigrés clandestins, elle fait tout enfin, elle sait plus faire autre chose. Et nous avons une pulsion chez nous, nous sommes fatigués. Et là, c'est faux. Parce qu'on souvent on tape sur les élites. Mais les élites, elles ne nous ont pas mis une Kalachnikov sur la tête. Elles ne nous ont pas dit aimer la mort. Nous voulons mourir. Parce que pourquoi nous voulons mourir? Parce que nous avons plus de raison de vivre. Pourquoi on vit? Pourquoi on vit en société? Il n'y a plus de France, parce qu'il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de France. Tu traverses la France, tu vas de France en Hollande comme si tu traversais Paris, quoi. Il n'y a plus de frontières. Il y a plus de récit national. On t'a dit que Vercingétorix était un salaud, que Lyoté était un salaud, que Louis XIV, Colbert était un salaud. Bah, il n'y a plus de religion. Il n'y a plus de religion. Et la consommation, elle n'est pas sacrée. Or, nous n'avons pas changé. Nous sommes des animaux qui avons besoin de sacré. La consommation, les Kardashians, Destiny's Child, Beyoncé, Starbucks, McDo ne peuvent pas remplacer le sacré. Donc, on se laisse mourir parce que à l'intérieur de nous-mêmes, il y a des sentinelles, il y a des indicateurs, des capteurs qui nous ont dit, les mecs, tu vis. C'est comme le vieillissement. Pourquoi tu vis? Parce que tu as des hormones qui te disent, c'est pas la peine. On va te détruire. Et tu vois la peau qui s'efface, qui s'enfonce, les pommettes qui s'enfoncent, tu vois les rides, tu vois l'envie de vivre chez les vieux qui descend. C'est leurs hormones. Le vieux, il ne veut pas mourir. Mais c'est son corps qui lui dit, c'est bon, tu t'es reproduit, tu as tout fait, c'est bon. Eh bien, nous vieillissons, nous formons. Moi, je vois des adolescents vieux, vieux, parce que leur corps, c'est vraiment physiologique, leur corps, leur cerveau leur dit, c'est pas la peine. Parce que nous sommes programmés pour. Pourquoi les musulmans ont raison dans un sens avec les histoires de djihad et tout ça? Le djihad, bien sûr, il tue, mais ils savent, ils s'accrochent. Pourquoi ils s'accrochent au djihad autant que ça? En partie parce que l'être humain a besoin d'une cause qui le dépasse. Or, nous, il n'y a plus de cause qui le dépasse. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a juste des. Et il a besoin d'un peu d'égoïsme. Les musulmans nous énervent souvent. Moi, je fais partie. Ils nous énervent souvent parce que il n'y a que l'islam, l'islam, l'islam. Mais nous, on défend quoi? On défend le climat. Le climat, c'est pour tous. Pour les Chinois, pour les Brésiliens. On ne veut plus défendre quelque chose qui soit pour nous. Donc, on se laisse mourir. Parce que notre corps, c'est plus fort que lui. Il est programmé pour. Quand tu n'es plus égoïste, quand tu ne défends plus le nous contre le eux, eh bien, ça y est, tu disparais. Donc, c'est plus grave ça va plus loin que de dire les élites, Macron, Darmanin, Greta. Non, ça vient de nous. C'est ça qui est le plus inquiétant. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis et ça me fait encore une fois penser à Huntington qui nous explique qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne sait plus qui on est et on ne peut C'est ça. pas se sentir bien avec soi-même
si on n'est pas capable de dire quelles sont nos différences avec les autres. Et puis, ce que j'entends dans ce que tu nous dis aussi, c'est qu'il n'y a plus de lien civilisationnel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui nous attache en tant que communauté humaine française. C'est-à-dire que oui, avant, on avait Dieu, on a eu cette utopie républicaine, on a eu voilà tout un tas de choses, et aujourd'hui, on n'a plus rien. Et la consommation, le productivisme poussé à son paroxysme et la consommation en face, eh bien, ne font pas ce lien civilisationnel, ça ne fonctionne pas. Ni la technologie, hein, ni Facebook, ni Uber ne réussiront Ouais. Enfin, ce que disait Aimé Césaire, hein, Aimé Césaire, il disait être nègre, c'est être universel. Tu te rends compte? Il disait être nègre, c'est-à-dire être nègre des îles, être antillais, avec les histoires de civilisation africaine, la magie, la couleur de la peau, la langue française, mais aussi les apports des Indes, de la Jamaïque. Donc être extrêmement particulier. Être antillais, c'est pas un Nigérian, c'est pas un Alsacien. Eh bien, il dit être particulier, être nègre, c'est être universel. Ouais. C'est être c'est exister. Mm. C'est porter un message, c'est être humain, c'est vivre, c'est vivre. Et nous, on a renoncé à la francité, on va dire, à notre identité. Donc, on a renoncé à la vie. Et on a renoncé à l'universel. C'est pour ça que d'ailleurs, personne ne veut plus nous voir. Ouais. Les Africains nous tournent le dos, les Arabes nous engueulent, les Turcs nous engueulent. Au moment où nous avons accepté tout le monde chez nous, tout le monde nous fait la gueule. Parce que nous, on veut la France, la Tour Eiffel et les petits croissants. On ne veut pas le kebab et les baobabs. Tu vois ce que je veux dire? Et, et- Ouais. et- et c'est au moment où la France a renoncé à son identité qu'on on s'est détourné d'elle. C'est spontané. Tu vois, les jeunes Africains qui disent, ah ben la France, c'est spontané, ils n'ont pas beaucoup réfléchi parce qu'ils voient, euh, euh, c'est, euh, on a désenchanté nous-mêmes, on a éteint les lumières. Et ces Ouais. lumières, elles viennent de nous. Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'on ne dépend pas de Soros ou de Davos pour les rallumer. Ça dépend de nous. C'est ça le message d'espoir. Alors, à la suite de ce que tu nous dis, Driss, ce qui me paraît intéressant, c'est de te demander si tu crois à cette fameuse théorie de Onfray, c'est-à-dire, eh bien, le fait que notre civilisation française, ou plus largement occidentale, serait dans un moment de décadence extrêmement important qui pourrait, même selon Onfray, qui aboutirait inéluctablement à la mort de la civilisation occidentale. Est-ce que tu crois en cette mort imminente, en cette mort inéluctable qui peut-être peut durer voilà, qui peut arriver après une longue agonie, mais en tout cas, est-ce qu'on est en direction de la mort de la civilisation occidentale? Et si oui, est-ce qu'on a des antidotes, des solutions? Alors, c'est très difficile d'être très affirmatif dans ces questions, parce que bon, les civilisations sont presque des êtres divins, hein. Elles n'écoutent pas les hommes, Ouais, nos prières. Voilà, elles font ce qui leur passe par la tête. Parce que la Chine, par exemple, au 19e siècle, était dans un état pire que nous. Il y avait des grandes rébellions, des guerres civiles, les Taiping, je crois. Il y a eu 20 millions de morts. La Chine a été dépecée. Elle a été humiliée par quelques milliers de soldats français et anglais qui ont ravagé le palais d'été à Pékin. C'est comme si 6000 cavaliers arabes ou tchétchènes ravageaient Versailles. Et la Chine a accepté de payer un tribut. Le palais a été rasié, les œuvres d'art ont été envoyées en Europe, et en plus, les Chinois ont payé un tribut aux Français et aux Anglais. C'est passé en 1860. Donc, et pourtant, voyons la Chine aujourd'hui, elle a réussi à renaître de ses cendres. Et comment? ouais. Voilà, nous en parlions il y a quelques temps. Donc, c'est difficile d'être très affirmatif. Je pense que Michel Onfray a tout à fait, il a raison de sonner la sonnette d'alarme et de tirer la sonnette d'alarme. Et la mort semble imminente. Là où je suis un peu moins aligné sur lui, c'est le côté religieux. C'est-à-dire que Michel Onfray enfin, vient de cette gauche très intéressante. S'il y a une gauche encore aujourd'hui qui est intéressante, c'est celle de Michel Onfray. Sinon, le reste, c'est l'asile des fous. C'est une gauche noble, intéressante, culte, érudite, mais qui a tué Dieu quand même. Enfin, c'est pas Michel Onfray qui a tué Dieu, mais cette gauche a tué Dieu. Elle nous a privés de notre antidote. Tu demandais l'antidote, c'est Dieu. Mais c'est très intéressant, excuse-moi, je te place une parenthèse, Driss, c'est très intéressant parce qu'il semble en fait que Onfray, pour avoir lu ses derniers livres, en fait, a le même diagnostic que toi et il dit lui-même, je me suis trompé. En fait, j'aurais pas Ah, dû faire ça parce que j'ai pas compris que c'était le lien civilisationnel en fait. Voilà, c'était juste cette parenthèse-là. intéressant, intéressant. Parce que c'est même pas Dieu.
C'est autre chose. C'est une histoire de rituel. C'est le Ramadan ensemble, ou le Noël ensemble, ou la Pâque. C'est une manière d'être et c'est aussi un même, comment dirais-je, un même référentiel. C'est-à-dire pourquoi on parle plus le français, on parle l'écriture inclusive? Parce qu'on n'apprend plus le latin, on n'apprend plus le grec, qu'on s'est affranchi de tout. Donc, Ouais. la religion, c'est pas seulement. Nous connaissons ses limites. Nous connaissons son côté sombre, castrateur, tout ça, on connaît. Mais elle avait cette espèce le sacré, on en a parlé tout à l'heure. Mais encore une fois, hein, on peut refaire. Je pense qu'on peut. Le scénario que je nous souhaite, c'est un scénario à l'italienne. Et ça m'énerve, c'est même pas de moi cette idée, c'est d'un copain. Je ne sais pas si j'ai le droit de le citer parce que nous vivons en démocratie. Donc j'ai peur de le citer et que la mort sociale lui tombe dessus parce qu'il est à la fac à Paris. Je pense qu'il peut se faire voilà, Ouais. saqué par ses professeurs ou pourchassé par les formidables hordes antifascistes, dites antifascistes. Donc, je ne le citerai pas, mais il m'a ouvert les yeux, il m'a dit, regarde Rome, qu'est-ce que c'est que Rome? C'est une civilisation morte et qui vit. On va à Rome, tu vas voir le Colisée, c'est la mort, c'est des ruines. C'est d'ailleurs cher vendu, hein. Ça ne vaut pas la peine à mon avis de payer aussi cher. Pardon. Mais juste au-dessus, carrément au-dessus, tu as les châteaux de Victor Emmanuel du 19e siècle. Tout Rome, c'est une nécropole, c'est la mort. Mais dessus, tu as les magnifiques ruelles, tu as les églises. Enfin, le christianisme a bouffé Rome et il l'a regurgité de manière magnifique. Donc, c'est certainement ça qui va nous arriver. C'est-à-dire qu'il y a un effondrement, moi j'y crois. Ça nous débarrassera de nos chères élites et ça renouvellera les clients à Saint-Germain-des-Prés et à Ibiza et au Qatar. Hein, ils vont tous se retrouver à la Coupe du Monde, là, les bien-pensants. Hein, Et à tous. Davos. Et à Davos. Et à Davos. Donc, ça renouvellera voilà, ceux qui descendent à Davos. Et moi, je suis très optimiste. Mais je trouve qu'on ne peut pas faire, et là, mon frère, je pense qu'il a raison, on ne peut pas faire l'économie d'une grande crise. Parce que Ouais. nous sommes bêtes. Et moi, le premier, je suis très bête. C'est-à-dire que nous n'aimons pas les Cassandres. Tu vois ce qui est arrivé à Zemmour et tout ça. On n'aime pas les gens qui. On aime bien les pompiers parce qu'ils sont musclés, mais on n'aime pas la sirène. Et je pense qu'on ne fera pas l'économie d'une grande crise. D'accord. Alors, je voudrais te ramener sur un point en fait que tu as toi-même levé et qui me semble hyper intéressant, c'est que tu nous dis que ce sont les êtres, c'est-à-dire que ce sont pas des gens comme Soros ou nos élites qui vont nous aider à aller mieux, qui vont nous trouver des solutions. Et tu nous dis que ces solutions sont dans chacun d'entre nous en somme. Et je suis assez d'accord avec ça. Et donc, du coup, on en parlait tout à l'heure, depuis le livre Comment nous sommes devenus américains de Régis Debray, bah, nous savons que la France s'est américanisée, notamment dans les années 80, grâce au cinéma américain, l'avènement du McDonald's partout, etc. Venez comme vous êtes. Et donc, du coup, en fait, nos jeunes générations pourraient être l'antidote, mais malgré tout, elles semblent en fait de moins en moins capables de connaître, de s'enquérir en fait de ce qu'a été leur civilisation, de ce qu'elle est encore un peu aujourd'hui, et d'être fiers de celle-ci et de faire vivre à travers eux la particularité du modèle universaliste et pluriculturel français dont on a parlé tout à l'heure, au profit en fait d'une espèce de culture de masse et d'une comment dire d'une paresse intellectuelle qui nous laisse aller comme ça au multiculturalisme américain parce que c'est plus facile de tolérer. On a l'impression que si on tolère tout, eh bien on est tolérant. Ces gens-là n'ont pas lu le traité de la tolérance de Voltaire. Hein. Ils pensent que tout accepter c'est tolérer, alors que la tolérance c'est tout sauf ça. Et en fait, là où je veux en venir, c'est comment en fait peut-on refaire passer ce qui faisait la grandeur de la France, ce qui faisait la grandeur de sa civilisation, en fait, dans nos jeunes générations pour qu'ils finissent par se réapproprier, quitte à le modifier un peu, mais se réapproprier cet héritage afin de le faire vivre à nouveau ou de le faire, voilà, de le faire ressusciter. C'est Sacré un travail. sacré, sacré travail, hein, sacré travail. Sacré travail, sachant qu'on n'a plus de temple. Avant, c'était facile. Tous les dimanches, tu étais à l'église. Donc, tu avais un sermon, tu avais le même. Là, ils sont tous devant le foot ou les jeux vidéo le dimanche ou devant, ils prennent des côtés Skyrock. Donc, c'est très, très difficile. Euh, je pense qu'il faut qu'on ait une approche hybride et réellement révolutionnaire. Il faut qu'on sait d'être naïf et gentil.
C'est pas ce que j'entends, nos amis de droite nous disent oui, la métaculturelle, la guerre culturelle, Gramsci, on va faire des instituts d'études. Ok, mais là, il y a le feu. Il y a le Ouais. feu. Il y a le 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 feu. Donc, il faut qu'on utilise ça et en plus des méthodes réellement hybrides, des méthodes de hacking. C'est-à-dire que nos jeunes sont hackés par les videogames, par le porno. Mm. Qui va cracher sur la civilisation du porno? Il faut voir ce que c'est. N'importe qui, pas moi, je vais dire, je suis dans un pays musulman, acheter ma première revue Playboy, c'était un acte commando. Je vais dire, j'aurais pu demander l'intégration du GIGN direct. Je l'ai acheté à 20 ans. Là, le mec a 8 ans, tu lui mets devant lui. Comment tu veux qu'il se rebelle contre une civilisation qui lui donne ça? Ouais. C'est le totalitarisme du meilleur des mondes de Huxley, c'est ça? Bien sûr. Tu as 30 000 notifications sur ton téléphone portable, ton attention, elle est hackée. Tu es tout le temps, tu n'arrives même plus à apprendre la grammaire parce que tu as Google Word ou Word, je sais pas quoi, là, qui te dit non, c'est comme ça qu'on a écrit. Donc, il faut qu'on coupe, il faut qu'on hack nous-mêmes, qu'on casse le hacking de Bill Gates et qu'on hack nous-mêmes. Et là, il faut qu'on soit vraiment dans des méthodes vraiment subversives, c'est-à-dire vraiment des méthodes de gens qui viennent des marges. Par exemple, moi, j'admire un groupe comme Anonymous, par exemple, tu vois, qui fait les Robins des Bois, ils commettent des crimes, hein, ils commettent des crimes, ils hackent les méchants, tu vois, ils hackent les cyberbulliers. Bah, pourquoi on n'aurait pas montré pas une légion pour défendre notre jeunesse? Parce qu'il faut que la violence passe chez nous. Comment tu hackes les gens? Par la violence, par l'intimidation, par la séduction. Et la violence séduit. Donc il faut il faut parce que ces jeunes, ils vont bientôt ressentir la colère. Donne 2, 3 ans à Macron et à Bruno Le Maire, tu vas voir. Quand Ouais. ils n'arriveront plus à payer la facture EDF, ils pourront plus jouer en ligne. Là, ils vont avoir la haine, la rage, comme l'ont les gars des banlieues depuis 20 ans. Et là, ils vont être disponibles pour que nous, on puisse les hacker et les ramener à notre civilisation, au bon chemin, au chemin droit. Je parle comme un salafiste. Mais comment on va les ramener chez nous? Parce qu'on n'en a pas les moyens. Moi, nous, je ne m'appelle pas Delphine Ernotte. Ouais. Tu ne t'appelles pas Ruquier. Donc, personne ne va te donner un micro. Ouais. Donc, ce sont des méthodes subversives, un peu illégales, de montrer que, parce que la violence séduit. Il faut qu'on arrive à faire de l'agitation, il faut qu'on arrive à faire des contre-sociétés dans le dark web, il faut qu'on arrive comment dirais-je, à être très simpliste. On est trop intelligent parfois. Enfin, on n'est pas intelligent, on est trop cultivé. C'est pas pareil, hein. On est trop Ouais. cultivé. Il faut Ouais. qu'on soit vraiment comme l'autre modèle doit être, je vais me faire ostraciser, les islamistes. Les Ouais. islamistes des années 80 dans le monde arabe, en Algérie par exemple. Il y avait une crise sociale énorme. Ils ont dit la solution c'est Dieu. Point final. Ciao. Allah Rasoul, Dieu le prophète. Fini. Il y a pas Gramsci, Davos, le taux d'inflation. Non, il n'y a pas ça. Tu vois. Et donc, il faut qu'on arrive. L'émotion, elle va être là, elle arrive. Attends un peu l'inflation, tout ça. Il faut que nous, on arrive comme les islamistes. Voilà. Avec des maquis, on peut faire des maquis pacifiques, tu vois. On redonne à cette jeunesse des sensations. Il faut qu'on tape sur les sensations. Il faut qu'on retrouve à la jeunesse la sensation de réellement être en groupe. Ces jeunes n'ont jamais vécu en groupe. Ils sont toujours isolés à la maison, le confinement, le jeu vidéo, tout ça. Voilà. Donc, je ne suis pas très clair parce que je n'ai pas beaucoup réfléchi à la question, mais je pense que le chemin est là. Il est dans les guerres hybrides, dans une méthodologie un peu de voyou. Voilà, le terme qui il faut que nous devenons des voyous, nous aussi. Il n'y a pas de mal à être voyou pour sauver le pays. Tu vois, Ouais. Ouais, je vois les premiers de la classe n'ont pas réussi. Les ouais. premiers de la classe n'ont pas réussi. Être moins complexe et peut-être pour aller dans ton sens et être un peu caricatural, dire voilà, la solution c'est la nation, la solution c'est la patrie, même si on sait nous que c'est plus compliqué, s'en tenir à là. Voilà, Ouais, c'est ça. je comprends ce que tu veux C'était dire. cette virilité. J'ai regardé ce week-end un reportage sur Woodstock 99. C'est sur le réseau Netflix. Ouais, Et c'est comment sur le Woodstock, la version 2, parce que Woodstock c'est 69. 30 ans plus tard, ils ont refait Woodstock à New York, ouais, hein, dans un coin près de New York. Ça a été une catastrophe. Ça a été brûlé, brûlé par des jeunes blancs caucasiens. Les mêmes qui aujourd'hui se font casser la gueule par des racailles qui mesurent 1,50 m. Je me ouais, dis, mais si on avait pris cette virilité-là, qui est en nous,
Ici, on l'a sorti contre la caste, mais on a gagné. Ouais, Ouais, et ces jeunes ont brûlé Woodstock. Bon, tu verras la série, parce qu'on leur a mis du hard metal, du heavy metal. Tu vois, ouais, on leur a. Ouais, il y a plein. Bon, je ne veux pas déflorer. Donc, il faut qu'on fasse ça. Parce qu'on on n'est pas dans un laboratoire, on est avec des êtres humains qui ouais. travaillent, qui ont leurs limitations, dont les nôtres. Tu vois. Et donc, l'émotion, l'émotion, l'émotion. Ouais, c'est très spinoziste ce que tu dis, effectivement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Une dernière question, je voulais pas qu'on se quitte sans parler un petit peu de ça, c'est tout ce qui est en ce moment wokisme, tout ce qui est LGBTisme et toutes ces bêtises-là, qui nous enfoncent en fait dans une sorte de nihilisme où la biologie est complètement niée, où le relativisme le relativisme au sens philosophique est roi. Euh, on a vraiment des gens qui sont déconnectés de la réalité et qui pensent qu'on peut devenir ce qu'on veut pour aller vraiment dans l'excès. On a des gens qui maintenant se disent xénogenres, donc ils veulent devenir des végétaux parce qu'ils se sentent végétaux à l'intérieur d'eux. Donc voilà, c'est toujours plus débile. Hein. Je peux pas dire d'autres mots parce qu'il y en a pas d'autres. Euh, comment la société comment la civilisation de Descartes a pu en arriver à ce point de nihilisme? Est-ce que c'est la consommation de masse? Est-ce que c'est la culture de l'hédonisme? Est-ce que c'est tout ça qui a abîmé les différentes générations pour en arriver à un tel point de bêtise? Qu'est-ce que tu en penses, Driss? Oh, c'est plein de choses en même temps. D'abord, il y a un projet. Il y a des gens intelligents qui veulent nous emmener vers la mort, vers la guerre. Enfin, c'est parce que toutes les brèches sont. Dès qu'il y a une brèche, ils s'en saisissent. Ouais. Là, il y a pas, il y a pas, il y a un projet. Il y a un projet. Est-ce qu'il vient de Davos, George Soros, de Satan, j'en sais rien. De l'Église catholique, parce que tu vois, l'Église maintenant, elle roule avec ces gens-là de manière un peu subtile, mais elle roule quand même. Enfin, tu n'as plus de butoir, tu n'as plus de limite. L'Église qui aurait dû faire campagne. Enfin, c'est le moment de réévangéliser l'Europe. Moi, je serai pape, mais j'enverrai les missionnaires réévangéliser. Parce que là, tu auras des gens qui sont. Tout le monde est assoiffé. Tout le monde est sur Rivotril et sur des antidépresseurs. Non. Ouais. Lui, il roule avec ces gens-là. Donc, tu as un projet. Ça, c'est sûr. Comme les islamistes ont un projet. Je veux dire, les frères musulmans, tout le monde a un projet. Il n'y a que nous qui n'avons pas de projet. Que nous, Ouais. un projet. Tu as, je pense que pour le dire rapidement, il y a un projet, il y a un oubli de tout ce qui est de notre part sombre. C'est-à-dire que quand nous avons dit Jésus est mort, Dieu est mort, nous avons fermé la Bible. Or, dans la Bible, il y a Sodome et Gomorre, il y a Mm. Babel, et il y a la psychologie de base. L'être humain est porteur d'une part très méchante, très mauvaise. Et donc, aujourd'hui, nous faisons le mal au nom du LGBTisme, au nom de l'antiracisme. Nous lynchons les gens au nom de ça. Nous détruisons les enfants au nom de la transition de genre. Sauf que les gens qui font ça, ils arrivent même pas à croire qu'ils font le mal. Et les gens qui les financent, ou les gens, ou la majorité silencieuse, les Français de base, les Marocains de base, nous avons oublié Dieu, donc nous avons oublié qu'il y a le diable, Shaitan, comme on dit chez moi. Ouais. Donc, on est des naïfs. On est naïfs, on avance. Demain, ce sera les végétaux, comme tu dis, je ne le savais pas. Parce qu'on est naïf, on a oublié la part de mal qu'il y a en nous. Et le troisième point, c'est, si tu veux, effectivement, c'est la consommation. C'est-à-dire que ben, quand tu as tout consommé, quand on te dit Taïwan, on en parlait, produit te donne des Taïwan enfin, nous donnons aujourd'hui des microprocesseurs fabriqués à Taïwan à des imbéciles. C'est Ouais. quand même c'est un renversement du monde. Dire. Jamais un imbécile n'a eu droit à une telle technologie. Parce que avant, c'était l'apanage des rois, c'était le pharaon qui avait droit. Nous, on donne des microprocesseurs, des Raspberry, des trucs. Donc évidemment, donc, ces abrutis, eh ben, ils font des choses d'abrutis parce qu'on a donné des. C'est Icar, tu sais, on a donné des ailes à des gens qui n'étaient pas prêts à voler. Ils vont se brûler. On sait comment ça va se terminer. Je voudrais juste faire un point. Les homosexuels, les noirs, les minorités, quelles qu'elles soient, sont innocentes. Sont innocentes. Sont innocentes parce que les lobbies LGBT, ils ne s'intéressent pas à l'homosexuel français en prison. Ça n'intéresse pas. Ou en banlieue, ça n'intéresse pas. Tu vois, il ne s'intéresse pas au noir qui se fait, à un instant, je te parle, fouetter en Libye par les passeurs libyens. Mm. Ça, j'ai jamais entendu Amnesty dire oui, jamais entendu Rokhaya Diallo faire une. Moi, j'irai avec elle, hein, c'est un appel. Rokhaya Diallo, Madame Obono, à tout le monde. Hein. Madame Autain, allons au Sinaï sauver nos frères noirs qui sont séquestrés par les Bédouins, qui les vendent Ouais. pour les passeurs.
Non, là, tu vois personne. Donc, les minorités sont innocentes dans un certain sens. Enfin, chacun est responsable de ses actes, mais tu vois, il y a une instrumentalisation. Ouais. Il y a une instrumentalisation et on sait très bien où ça va nous mener. Nous ne sommes plus universels. Comment tu vas dire à un musulman, à un Marocain, tu vas lui dire le mariage gay? Mais c'est pas possible. Comment tu vas dire à un Chinois ou à un Indonésien le mariage gay? On est plus audible. Avant, on avait Voltaire et Rousseau. On a réussi à. Là, il n'y a plus de base. Comment tu vas dire à un Sénégalais, écoute, une femme, et, bon, une femme, c'est une construction sociale. Ah, tu es un mec, Donc, on est en train vraiment de se couper la langue. Et on met ça sur le dos des pauvres homosexuels qui n'ont rien à voir avec ça. Ils n'ont pas demandé ça. Madame Borne vient de nommer un ambassadeur à la cause LGBT. Il ne traversera pas les trois de Gibraltar, ce mec, ou cette dame, ou cette chose. Parce que peut-être qu'il mettra un végétal, il mettra un algorithme. Mais les homosexuels sont innocents, ils n'ont pas demandé ça. Ils ne veulent pas ça. Ils sont comme nous. Et d'ailleurs, un point, le grand problème, cette affaire de LGBT, comme le racisme, il y a un grand absent, c'est l'Église et les religions, dont l'islam. Nous sommes tous frères. Dieu a créé les homosexuels, les Noirs, les Tchétchènes, les Pakistanais. Qui sommes-nous pour aller les ostraciser? Mais il y avait une réponse religieuse au problème de la diversité. Ouais. Elle n'existe pas. On a donné ça au pire d'entre nous, aux plus fous, aux plus aliénés, et tu as le résultat aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Il y a un point que je voulais également ajouter, c'est que eh bien, des gens comme Spinoza ou comme Descartes, ce sont des gens qui avaient théorisé le fait que on avait quelque chose tous en commun. Si on sort de la religion, effectivement, comme tu le dis, ce qu'on a en commun, c'est la rationalité. Et aujourd'hui, on n'a même plus ça en commun. Et donc, c'est vrai que ça devient compliqué, en fait, de s'entendre avec certaines communautés ou avec certaines personnes, effectivement. Sinon, je suis tout à fait d'accord sur ton analyse et je te remercie pour celle-ci, d'ailleurs. Une petite dernière question qui est récurrente, qui est la tradition, le rituel de cette vidéo et de ces interviews, c'est tout simplement de te demander si tu as des livres à nous conseiller, Driss, si jamais on a envie eh bien, de s'instruire et d'être un peu plus pertinent sur les sujets dont on a parlé aujourd'hui ou sur d'autres sujets. Bah, je vais prendre des notes parce que je suis un cerveau d'oiseau. Je vais oublier. Je vais oublier. Alors, je pense qu'il faut lire. Je pense qu'il faut lire Brodel, la Méditerranée sous Philippe II. Ce sont trois tomes. Lisez le premier tome, qui explique la Méditerranée, sa géographie, puisqu'elle est le climat, la sécheresse, le réchauffement climatique, avant l'heure, il en a parlé, les mouvements des vents qui expliquent le commerce, cette immigration illégale, au fait, qui n'est rien d'autre que la continuation des traversées miraculeuses de la Méditerranée. Avec un coup de Mistral, tu descends de la Corse à l'Algérie en 12 heures. Avec un coup de Shergil, je ne sais pas quoi, tu remontes la Méditerranée en 12 heures. Il faut bien Ouais. savoir que ce que nous dit Brodel, il n'a pas dit ça comme ça, mais Ibiza, Ibiza, la Mecque, hein, la Mecque de notre caste, est à moins de 14-15 heures de Oran. Ouais. Si le vent est bon, tu te rends compte? Donc Ouais. voilà. Donc, tu comprends donc lisez Brodel, livre écrit, donc la Méditerranée sous Philippe II, 1550-1600, je l'ai sous les yeux, c'est ça, c'est ça. La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Écrit en captivité dans un camp d'internement allemand. C'est ça le cerveau français. Donc à tous les jeunes, tu disais les jeunes français qui ont honte d'être français, le français, à l'époque, et je crois qu'aujourd'hui on est capable de le faire, est capable d'écrire une œuvre d'art, un chef-d'œuvre en tôle, chez les nazis, sans note. Le mec, ils lui ont donné juste des papiers A4 et un crayon, un stylo. Il a fait une œuvre d'art. Ça, Ouais. c'est le cerveau français. Le génie français, c'est pas donné à tout le monde. Donc il faut qu'on soit fiers de nous. Un autre livre que je conseille fortement, c'est de Raoul Girardet, qui s'appelle L'idée coloniale. Ouais. C'est un thème génial. Raoul Girardet est un prof. Bon, malheureusement, il est de droite. Brodel était de gauche, donc il était parfait, pur et parfait. Girardet était de droite, un ancien pied noir d'Algérie en plus. Et il a écrit un livre, c'est d'autant plus valeureux, sur l'idée coloniale, où il démonte lui-même l'idée coloniale, alors qu'il était pied noir de droite, hein. Et il t'explique comment on s'est fait piéger, pas seulement par la gauche, mais beaucoup par la gauche, pour aller coloniser. Ouais. Il t'explique, ça, ce livre, je l'ai ici, c'est un antidote à la repentance. L'idée coloniale en France. Raoul Ouais. Girard. Ouais, je le connais pas du tout et je pense que je vais aller rapidement le lire. Merci, Driss, Là, pour tu ce ne connais pas conseil. parce qu'il est de droite, donc tu peux pas. Tu le connais, il est pas, il est à l'index. Mais lisez-le parce que il t'explique comment on s'est fait piéger bêtement.
La droite s'est fait piéger, elle a participé aussi au piège, mais bêtement. Et finalement, il t'explique comment une idée, et puis t'explique aussi comment l'idée peut changer. C'est-à-dire que il faut bien comprendre, par exemple, le vivre ensemble. Et là, il le dit. Moi, ça m'a illuminé cette idée. Le vivre ensemble, tu sais qui l'a inventé? Non. L'extrême droite en Algérie, l'OAS, Salan, les méchants, les fachos. Parce que eux, ils ne voulaient pas que la France s'en aille de l'Algérie. Donc, ils ont inventé un mythe. Ils ont dit, t'inquiète, moi et Mokhtar, on va vivre ensemble. Le vivre Ouais. ensemble. Laissez De Gaulle, casse-toi, laisse-nous l'armée, 400 000 soldats, et nous, on va faire une nouvelle société, la cohabitation. Ouais. Même pas 10 ans plus tard, le temps que ces types sortent de tôle, parce qu'ils ont été en tôle, tu as la gauche qui te dit le vivre ensemble. Mokhtar à Sarcelles. Bon, le résultat, on le connaît. Hein, bientôt, on aura 400 000 soldats pour calmer les banlieues. Voilà. Tu vois, les idées Ouais. changent. Et Ouais. les gens, nous avons tous une mémoire sélective. Enfin, on oublie vite. Autre livre, pas très sérieux. Oui, lisez France Fanon, les damnés de la Terre. Ouais. Pas parce que France. Bon, enfin, France Fanon, on peut le discuter, mais c'est ce que la colère donne de mieux. Ouais. France Fanon, Les damnés de la Terre. Je ne sais pas si tu l'as lu. Ouais, j'ai lu. Ça, J'ai beaucoup aimé. ouais. Et c'est pas un livre de raciste. Hein, il n'est pas dans le racisme anti-blanc. Il y va plus loin. Il va beaucoup plus loin. Et tu vois que la colère peut être saine parfois. C'est des colères comme ça Ouais. et c'est la colère aussi, attention, aux métis. Il était entier, donc métis par définition, parce que ça se mélange. Et attention aux colères. France Fanon, ça permet de boucler sur le début de l'émission. France Fanon, c'est le clash des civilisations dans l'homme. Il Ouais. est explosé ce type. Il ne sait pas à quel sens se vouer. Est-ce qu'il est antillais? Est-ce qu'il est africain? Est-ce qu'il est Ouais. français? Ça donne une bombe humaine. Ouais, c'est vrai. C'est très C'est intéressant ça. de ce point de vue-là. Ah oui, le mec, il souffre. Bon, heureusement, il est intelligent, et voilà, mais il souffre. Il faut voir la souffrance qu'il a eue. Et dernier point, lisez aussi on va déconner pour terminer, si tu me permets. Lisez un Cubain qui s'appelle Pedro Juan Gutiérrez, qui est un romancier cubain, qui écrit en espagnol, mais a été largement traduit en français, et qui écrit la vie quotidienne à Cuba, mais d'un point de vue très sexuel et très cours des miracles. Ouais. Lisez-le. Lisez par exemple son livre phare, c'est la trilogie sale de la Havane. C'est un recueil de nouvelles et d'articles, enfin de nouvelles, oui, disons, de contes. C'est très cash. Ouais. Lisez aussi Le Roi de la Havane, c'est très bien. Et lisez aussi Faust. Je crois que c'est Faust. Je crois que Faust. Il raconte l'histoire d'un homo à La Havane dans les Ouais. années 80 qui a été détruit par le Parti communiste parce qu'il Ouais. ne voulait pas d'homo. Ouais. Mais lisez surtout Pedro Juan Gutiérrez, il est vivant, c'est bien de lire les gens vivants, euh, parce qu'il réussit à transmettre la beauté dans les draps sales et couverts de sueur de la Havane. Ouais. Et c'est très, très. Et tu vois que comment dirais-je, tu vois que tu peux pas être heureux pour écrire, voilà. Ouais. Tu peux pas je trouve, des romans. C'est vrai. Franchement, si tout va bien, à Cuba, moi, je prendrais des mojitos. J'irai pas derrière une machine à écrire. Tu vois, et lisez-le, Pedro Juan Gutiérrez. C'est vrai. Et on va conseiller également eh bien, tous tes ouvrages, hein, dont le dernier dont on a parlé tout à l'heure, qui parle de wokisme. Je mettrai tous les liens en description pour ceux qui veulent aller voir. Et puis, je vais bientôt rapidement chroniquer le dernier livre de Driss parce que tu m'as proposé gentiment de me le faire passer. Donc, je le chroniquerai également sur la chaîne. En tout cas, je te remercie pour cette interview, Driss, et puis je te remercie pour toutes les réponses que tu as tenté de nous apporter et pour ton analyse que j'ai trouvée extrêmement intéressante, en tout cas, quant à moi. Merci à toi et à bientôt. À très bientôt. Au revoir.